Moi, je suis de ceux qui pensaient qu'il ne devait pas mourir dans cette situation. J'ai prévenu Ekani Anissé. Vous, dans toute votre vie, vous vous êtes retrouvé toujours du mauvais côté. Le côté on brûle, on pille, on vandalise et on ébranle la République. Écoutez très bien. Je suis très très gêné quand on commence à parler de il est mort en martyr, il est mort, c'est un héros. Non, c'est Jésus-Christ seul qui est mort pour sauver le monde. Hein. Après Jésus-Christ, il ne faut pas que les gens cessent de dire que c'est Jésus a donné sa vie pour sauver l'humanité. Alors si quelqu'un dit aujourd'hui qu'il va mourir pour sauver, il est devenu fou. Hein, papa? Seigneur. Donc il faut éviter les amalgames en disant que c'était un martyr. Non, c'est Jésus qui est mort, je précise bien, pour sauver l'humanité. Il n'a pas demandé à quelqu'un de violer les lois de la République. Et puis quand il y a un accident de parcours, on dit que c'est un martyr ou un héros. Il n'est ni l'un ni l'autre. Pour moi, je situe le Moulinex comme le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est le Moulinex. Et ceux qui défient l'autorité de l'État, les terroristes, les bandits de grand chemin, ceux qui lancent les mots d'ordre irresponsables et ceux qui passent le temps à vouloir détruire le tissu social, pour moi, c'est des condiments. Dont la tomate, l'ail, l'oignon et tout ça. Et lorsque vous mettez la tomate, l'ail, les oignons dans le moulinex, c'est la pâte qui sort. Donc, vous êtes écrasé, on ne vous reconnaît pas. L'ail, là. Vous comprenez dans la compréhension? Monsieur le ministre, je m'en voudrais de ne pas évoquer une question d'actualité brûlante. Ça brûle vraiment dans les médias, dans les réseaux sociaux. Depuis l'annonce du décès d'un compatriote en détention, un homme politique bien connu, c'était au début de ce mois. Malgré les communiqués du gouvernement sur cette triste nouvelle, on entend bien des choses que je ne peux pas reprendre ici par respect pour la mémoire de ce compatriote. Je voudrais parler de Anissé Kane. Quelle a été votre réaction à l'annonce de ce décès? Bon, d'abord, je dis, en tant que chrétien, que son corps repose en paix. Mais il faut éviter les amalgames. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'amalgames au sujet de M. Ekane Anissé. Les gens disent que c'était mon ami. C'est une connaissance, je le connais. Il y a d'autres qui ont dit que c'était pas notre ami. Mais en tant que tutelle politique, quand il venait ici pour les affaires de Malidem, bon, ma porte était ouverte, je le recevais. Alors je le savais malade. Il y a un an, il était gravement malade. Il a envoyé un message SOS à M. le ministre de l'AT. Je suis au CHU. Je suis abandonné à moi-même. J'ai appelé au CHU, est-ce qu'il est là? On m'a dit oui. Bon. Vous savez, le président Paul Biya nous inculque quelque chose de spécial. Nous sommes des humains. Parce que le président Paul Biya est un grand humaniste. La première dame, Madame Chantal Biya, est une grande femme humaniste. Donc le président Paul Biya nous enseigne que dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir un comportement humain, en dépit des comportements parfois désobligeants de certaines personnes. Alors quand Ekane Anissé m'envoie le message SOS, je demande d'abord à quelqu'un de mon cabinet d'aller à l'hôpital. On nous dit que bon, même les factures ne sont pas payées. Je fais un dépôt. Et j'ai dit au médecin que quand je veux partir du bureau vers 20h, 21h, 23h, ce jour-là, je suis arrivé là-bas à 23h à l'hôpital. Alors j'ai vu Ekane Anissé. Il était dans il y a un an, environ un an, il était dans une situation de désespoir total. J'ai dit, bon, je peux vous aider avec la prière. Les médecins m'ont fait cas de votre... Mais je dis que, tenez bon, j'ai payé la facture, j'ai donné une assistance et j'ai promis que je veux revenir. Après une semaine... À titre personnel? C'est à titre personnel, je le fais vraiment à titre personnel. Je suis reparti là-bas le voir une semaine après. Et quand j'ai discuté avec lui, j'ai dit, Anissé, je vous dis une chose. Votre âge ne vous permet plus de faire le désordre. J'ai dit, je vais vous parler maintenant comme une connaissance. Vous avez fait beaucoup de désordre politique dans votre vie. Maintenant, j'espère que si Dieu vous donne la chance de vous mettre debout, vous allez éviter le désordre. Voilà le message que je donne à Anissé Kane. J'ai dit, vous avez fait beaucoup de désordre politique. Vous avez... Vous dites à peu près un an? Il y a à peu près un an, 2 mois. Il était au CHU. Et je suis allé le voir. Je l'ai accompagné, j'ai accordé une aide, mon assistance, mais j'ai tenu à lui dire la vérité. Alors, maintenant, il est sorti de l'hôpital. Il est venu me dire merci pour l'aide. Après, silence radio. Je découvre Anissé le jour où il dit qu'il a donné l'aval à Maurice Kamto pour les élections présidentielles. Bien évidemment, je vais dans les archives, je trouve que il n'avait pas le droit de le faire. Et je fais le rapport acquis de droit et j'explique à Edekam que non, il n'est pas... Bon, ça, son choix politique, c'est tout à fait normal. Mais ce que je n'accepte pas, qu'on parle d'un héros, martyr, non, c'est pas correct. Les gendarmes ont fait leur travail. Il a été bien encadré à l'hôpital. Mais je vous dis, il a posé un acte vraiment d'une extrême gravité. L'élection présidentielle se déroule le 12 octobre. On ferme les bureaux de vote à 18h. À 20h, Ekane Anissé et Ndjekamcha signent un communiqué et ils proclament ouvertement que Issa Chirouba a gagné les élections. Le document circule. Et il passe à la radio le lendemain, il dit j'appelle l'armée, la police, la gendarmerie, les autorités administratives.
de confirmer la victoire de Chiroma. On aurait dû l'interpeller ce jour-là. Parce que c'était une preuve tangible qu'il fait obstruction au processus électoral. Il n'a pas été interpellé. Il était libre de ses mouvements. Par la suite, ils ont fait une réunion. Ils ont décidé d'acheter le tramadol et la drogue pour donner aux enfants. Et dans cette logique, ils ont signé un communiqué qu'il y aura l'insurrection jusqu'à ce que Issa Chiroma récupère une prétendue victoire. Donc, il faudrait qu'on sache qu'il n'y a pas l'amalgame. Vous savez, être malade, ce n'est pas un passeport, on passe droit pour violer les lois de la République. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, les pieds sont enchaînés. Parce qu'on vous soigne, mais vous êtes coupable de quelque chose. Donc vous payez le prix de votre culpabilité. Donc je suis très très gêné quand on commence à parler de « il est mort à martyr, il est mort, c'est un héros ». Non, c'est Jésus-Christ seul qui est mort pour sauver le monde. Hein. Après Jésus-Christ, il ne faut pas que les gens cessent de dire que c'est Jésus a donné sa vie pour sauver l'humanité. Alors si quelqu'un dit aujourd'hui qu'il va mourir pour sauver ça, il est devenu fou. Donc il est mort, vraiment, paix à son âme, mais il faut éviter de dire que c'est un martyr ou c'est un héros national. Non, il n'est ni l'un ni l'autre. Il est sur les coups des poursuites judiciaires. Rébellion contre la République, incitation à la haine. Ils ont même financé cette insurrection. Les preuves sont là. Ils ont drogué les enfants. Vous savez, des stupéfiants, la drogue est interdite au Cameroun. Donc, il a été interpellé. Et puis, je crois que la gendarmerie, l'armée, il y a des médecins compétents au sein de nos forces de défense et de sécurité. Donc, il a eu des commodités. Il a été accompagné. Moi, je vous dis que je suis allé le voir à l'hôpital il y a 1 an. Et je dis sincèrement que ce n'est pas un miracle qu'il a pu se relever. Et je lui ai tenu le langage de la vérité à Nice. Il faut éviter le désordre. Parce que toute votre vie, vous vous êtes arrangé à vous retrouver du mauvais côté de la République. Je lui ai dit, vous n'êtes pas mon ami, vous êtes une connaissance, mais lorsque vous étiez en difficulté, de manière spontanée, je vous ai aidé. Mais de là à dire que pour quelqu'un, parce qu'il est malade, il a participé activement à cette insurrection qui a été vite stoppée, n'est-ce pas, grâce aux professionnels de nos forces de défense et de sécurité. Et dire que, comme il est malade, il devait être en résidence surveillée. Non. C'était normal qu'il soit interpellé et qu'il vienne répondre de son communiqué. Il a appelé à l'insurrection, signé de lui-même avec Dieu Kamchameni. Les mêmes personnes que j'ai rencontrées en 1992, pendant l'élection présidentielle. Ils ont posé les mêmes de Chioma, Dieu Kamchameni et Kanyanise. C'est les mêmes personnes, après le scrutin présidentiel de 92, ils ont demandé, il faut tout brûler. Ils ont même créé des cartons rouges et des cartons jaunes pour que les gens circulent dans la ville de Douala. Et lorsque nous avons fait une réunion avec le délégué général de la sécurité, à l'époque, le regretté Jean Fouchivé, la décision était de les interpeller. Il a été interpellé. Et puis, après, ils ont été élargis. Nous avons pensé qu'à un certain âge, ils sont devenus sages. Mais donc, je voudrais dire, il faut éviter les amalgames. Ils ont été interpellés pour répondre des crimes graves contre la République. Donc, et la mort, c'est... La justice doit suivre son cours, il faut être clair. Donc vous pouvez être à l'hôpital et votre pied est enchaîné. Donc on ne dise pas, je vraiment paix à son âme. Ce n'était pas son cas. Il n'a pas été enchaîné, donc je vous dis, ça veut dire qu'il n'a pas été enchaîné, mais qu'on ne dise pas qu'il était malade, il ne devait pas être interpellé. Non, si on dit aujourd'hui que si quelqu'un est malade, on ne va pas l'interpeller, mais tous les malades vont agresser, ils vont perpétrer des actes de vandalisme, ils vont même tuer, Non, la loi est là. Et la loi, c'est pour tout le monde. Tout en disant, moi, je suis de ceux qui pensaient qu'ils ne devaient pas mourir dans cette situation. J'ai prévenu Ekani Anissé. Vous, dans toute votre vie, vous vous êtes retrouvés toujours du mauvais côté. Le côté on brûle, on pille, on vandalise et on ébranle la République. À un certain âge, il faut changer. Donc, je voudrais faire cette clarification. Les forces, les enquêteurs n'ont fait que leur travail. Et comme c'est des enquêteurs professionnels, on a accordé à Ekani toutes les possibilités de se soigner. J'ai dit toutes les possibilités, les commodités, les avantages, il était consulté par des médecins. Donc je crois que le communiqué du ministère de la Défense, c'est un communiqué correct, un communiqué juste, un communiqué qui rétablit la vérité. Donc il faut éviter les amalgames en disant que c'était un martyr. Non, c'est Jésus qui est mort, je précise bien, pour sauver l'humanité. Il n'a pas demandé à quelqu'un de violer les lois de la République. Et puis quand il y a un accident de parcours, on dit que c'est un martyr ou un héros. Il n'est ni l'un ni l'autre. On va commencer à atterrir, monsieur le ministre. Je voudrais reprendre ici un certain nombre d'énonciations et vous demander si vous vous y reconnaissez. Alors, je commence par cette énonciation. Paul Biya, une grande porte solide en fer. Je reconnais, j'ai bien dit que les Camerounais ont renouvelé leur confiance au président Paul Biya. Et je dis bien que l'immense majorité des Camerounais, en renouvelant leur confiance à son excellence, monsieur Paul Biya, les Camerounais ont refusé de remplacer une grande porte en fer par une petite fenêtre en contreplaqué. C'est ce que j'ai dit. Donc, vous savez, l'opposant qui s'est déclaré, n'est-ce pas, vainqueur, pour moi, c'est une petite fenêtre en contreplaqué.
Est-ce que vous pensez que les Camerounais vont une porte en fer grande, ouverte, qui porte bonheur à tout le monde? On va accepter de remplacer une grande porte en fer par une petite fenêtre en contreplaqué? Je ne crois pas. Les Camerounais, c'est un peuple souverain. Ils ont donné la victoire au président Paul Biya. Parce que le président Paul Biya, c'est le chef d'État qui maîtrise mieux. En fait, c'est l'assurance. Les Camerounais ont opté pour l'assurance et la continuité dans la transparence et la quiétude. En choisissant le président Paul Biya, c'est ça. Les Camerounais ont opté pour l'assurance et la tranquillité. Une autre énonciation. Paul Atanga dit le Moulinex, le shérif du président Paul Biya. Alors, cette métaphore de Moulinex, il faudrait qu'on s'explique bien. Pour moi, je situe le Moulinex comme le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est le Moulinex. Et ceux qui défient l'autorité de l'État, les terroristes, les bandits de grand chemin, ceux qui lancent les mots d'ordre irresponsables et ceux qui passent le temps à vouloir détruire le tissu social, pour moi, c'est des condiments. Dont la tomate, l'ail, l'oignon et tout ça. Et lorsque vous mettez la tomate, l'ail, les oignons dans le moulinex, c'est la pâte qui sort. Donc, vous êtes écrasé, on ne vous reconnaît pas. Donc, c'est ça, je précise bien que le moulinex, pour moi, c'est le maintien de l'ordre. Et c'est une métaphore. Ça veut donc dire que nous devons respecter les institutions républicaines. Il ne faut jamais chercher à défier l'autorité de l'État, parce que le Cameroun est un pays solide, solidement implanté. Et sur la conduite éclairée de son excellence, le président Paul Biya, le Cameroun est un pays debout, solide. Une autre métaphore, Paul Atanga dit le shérif du président Paul Biya. Alors le shérif, c'est celui qui fait son travail sans état d'âme. Le shérif, ça veut dire que vous êtes mon frère. Vous piétinez la République, je vais vous interpeller. Sans aucun remords. Parce que si le shérif est complaisant, le désordre va s'installer et la République ne peut pas avancer. Donc le shérif, c'est la personne qui fait son travail. D'ailleurs, vous savez, dans le monde entier, le ministre de l'administration territoriale, le ministère de l'Intérieur et tout ça. Non, c'est un ministère très sensible. Donc, lorsqu'on est dans la logique du maintien de l'ordre, on doit faire son travail sans état d'âme. Donc le shérif de la République, c'est celui qui travaille, il n'a pas d'état d'âme. Il est là pour servir le président de la République. Il est là pour donner le bon renseignement au président de la République. Il est là pour exécuter les hautes directives du chef de l'État sans état d'âme. Et c'est un combattant, c'est un exécutant. Le chef d'État vous dit que voici les orientations. Vous exécutez les instructions du chef de l'État sans état d'âme pour produire le bon résultat. Au bénéfice des populations. Au bénéfice des les instructions du chef d'État, c'est le chef d'État est élu par le peuple souverain. Et il a une feuille de route. Il déroule la feuille de route. Et je suis de ceux qui disent que si le Cameroun, les Camerounais pouvaient appliquer 50% des instructions du chef d'État, le Cameroun serait un paradis. Parce que les instructions du chef d'État en matière de développement sont très claires. J'ai dit que qu'on exécute seulement 50-60%. Les instructions du chef d'État, c'est des orientations claires et nettes. Et puis le président de la République. Vous savez, nous devons avoir, c'est une chance pour nous d'avoir le président Paul Biya à la tête de notre pays. Parce que c'est un chef d'État qui sait remettre en cause quand ça ne marche pas. Dans 2 ou 3 discours, le chef d'État a dénoncé l'inertie. Qui a l'inertie du gouvernement. On ne fait pas ci, on ne fait pas. Le chef d'État a encore sensibilisé les Camerounais en disant que parfois vous tenez des réunions, des séminaires, des ateliers, trop de choses pour aboutir à pas grand-chose. Le chef d'État, dans un autre discours, a dit que nous manque-t-il? Nous avons ceci. Donc, le président Paul Biya, c'est un chef d'État concurrent, il est offensif. Mais est-ce que les gens arrivent à le suivre? Je crois qu'il est très en avance par rapport à plusieurs de ses collaborateurs. Le chef d'État, ça c'est le constat que j'ai. Parce que quand vous voyez le fonctionnement du président Paul Biya, il n'y a pas le hasard dans son fonctionnement. Le président Paul Biya est méthodique, il est clairvoyant. Quelle que soit la pertinence de vos idées ou de l'étude, dès que le président Paul Biya vous dit, mets ça de côté, il faut le suivre. Ça veut dire qu'il a déjà vu le danger, là où vous ne voyez pas. Donc, je pense que c'est une chance pour nous d'avoir le président Paul Biya, président du Cameroun. Nous devons apprendre, nous devons accepter cette humilité d'apprendre auprès d'un grand maître qui est le président Paul Biya. Alors peut-on dire, monsieur le ministre, que la page électorale pour le compte de l'année 2025 soit véritablement tournée au regard des dégâts post-électoraux enregistrés et des comptes qui restent à solder, notamment après le 12 octobre, après l'élection présidentielle. Commençons, si vous en avez convenance, par le bilan des tensions post-électorales enregistrées au lendemain des tournées d'évaluation que vous venez d'effectuer dans certaines régions du Cameroun. Je crois que vous avez fait le tour des régions fortement affectées par ces tensions post-électorales. Au jour d'aujourd'hui, quel est le risque? À quoi s'exposent, pour s'exprimer plus clairement, ceux qui se sont rendus coupables des tensions enregistrées, c'est-là, et même des dégâts que l'on a pu constater à gauche et à droite? Merci pour cette question. Il est important de souligner, je disais tantôt, que jusqu'au 12 octobre, le scrutin n'a pas eu de problème. Mais nous avons eu, pendant la campagne, il y a un candidat belliqueux qui a tout fait pour saboter le processus électoral. Parce qu'il y a une élection présidentielle, c'est la mère des élections. Et le peuple souverain s'exprime à travers une élection présidentielle. Bien sûr, chacun peut avoir des appréhensions, mais je crois que nous avons les lois de la République et les lois qui régulent, qui encadrent le processus électoral. Et chaque candidat a l'obligation de respecter les lois de la République. Mais il y en a d'autres qui ont un agenda caché,
au lieu de participer au scrutin présidentiel, mais ils ont voulu déstabiliser le Cameroun avec l'appui des ennemis de la République. Alors ce candidat n'a pas attendu les résultats. Il s'est autoproclamé vainqueur avec ses affidés, ses complices. Et ils ont poussé les Camerounais à revendiquer une victoire qui n'existe pas. C'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats d'une élection présidentielle. Dès lors que nous avons terminé les votes, les rapports sont envoyés au Conseil constitutionnel qui les examine avant de proclamer. Alors ceux qui prennent ce risque de s'écarter de la légalité pour perturber le processus électoral, ils s'exposent aux sanctions. Les lois de la République doivent être respectées. Et dans ce domaine, la République doit être exemplaire quand il s'agit de traquer, n'est-ce pas, les ennemis, ceux qui ne veulent pas respecter ces lois. Donc, nous avons rendu compte au chef de l'État parce qu'il a voulu savoir ce qui se passait. Et nous avons constaté, comme le chef de l'État a dit lui-même lors de la prestation de serment, qu'il y avait des violences inouïes dans certaines régions. Mais grâce au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, sur l'encadrement des autorités administratives, on a vite maîtrisé le désordre. On n'a pas laissé prospérer le désordre pendant longtemps. Parce que, dites-vous, les assaillants étaient drogués. Ils avaient des armes blanches, ils avaient des armes de guerre. Ils ont drogué les enfants avec le tramadol, les whisky en sachet. Ils ont pillé, brûlé, vandalisé, détruit les biens publics, les biens privés, incendié les sous-préfectures, incendié les bureaux de l'ECAM. Donc il y aura une facture à payer, bien évidemment. Et ceux qui sont comptables, ce sont ceux qui ont lancé ces mots d'ordre irresponsables pour revendiquer une prétendue victoire qui n'a jamais existé. Donc sur ce, les gens ont été interpellés, environ 1250. Il y avait beaucoup de mineurs, environ 300 mineurs, 12, 14, 16 ans. Et puis, le chef de l'État qui est père de la nation avait demandé qu'on regarde, n'est-ce pas, le niveau d'implication de ces jeunes innocents qui ont été poussés dans cette entreprise criminelle par les hommes politiques sans scrupules. Et nous avons examiné, il y a environ 215 mineurs qui ont été élargis, mais sur caution des parents. Parce que les parents sont venus pleurer en disant que ces enfants ont été manipulés. Mais on leur demande, quand on manipulait les enfants, vous, les parents, vous étiez où? Donc bien évidemment, à 12 ans, 13 ans, 14 ans, on ne sait pas grand-chose, puisque ces enfants ne participent même pas au scrutin à leur âge. À 12 ans, on n'est pas votant. À 15, 16, 17 ans, on n'est pas votant. Mais vous savez, c'est pour dire que ces hommes politiques sont extrêmement dangereux. Donc, il y a eu, au total, environ, je crois, 16 morts. Pas 48, parce que les médias parlent de 48 morts. Non. Dans la région de la Damawa, il n'y a pas eu de décès. Dans la région de l'extrême nord, il n'y a pas eu de décès. Dans la région de l'ouest, il y avait un cas de décès. Dans la région de l'est, il y avait 3 décès. Dans la région du nord, il y avait 3 décès. Et dans la région du littoral, il y avait 9 décès. Et il y avait aussi 4 décès des gens piétinés quand les foules étaient en train d'envahir un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. Les forces de défense et de sécurité ont fait preuve de professionnalisme. Voilà pourquoi, vous savez, à l'ouest, il y a eu un seul cas de décès. À Douala, il y a eu un peu plus parce que c'est là où il y avait beaucoup d'hostilité. Ils ont incendié les stations, ils ont attaqué les postes de gendarmerie, ils ont attaqué les commissariats de police. Mais il faut saluer le sang-froid et le courage, la détermination des forces de défense et de sécurité qui, malgré cette provocation, sont restés professionnels. Est-ce qu'il y a eu des pertes en vie humaine de ce côté-là? Non. Il y a eu beaucoup de blessés, les gendarmes, les policiers, mais pas de pertes en vie humaine. Je dis une fois de plus, nos forces ont fait preuve de beaucoup de courage et beaucoup de détermination. Beaucoup de sang-froid surtout ils ont encaissé les coups, mais ils n'ont pas riposté. À chaque fois que les forces ont riposté, c'est dans la posture de légitime défense. Parce que les gens doivent savoir que seules les forces de l'ordre ont ce pouvoir de la contrainte légitime. Donc eux, ils peuvent riposter quand elles se sentent en danger. Donc nos forces ont riposté dans la posture de légitime défense et nous constatons que l'ordre a été rétabli avec très peu de dégâts collatéraux. Avec votre permission, nous voudrions faire le tour des questions d'actualité. Comme vous le savez, le Cameroun vient d'organiser 2 élections d'importance, les élections régionales du 30 novembre et peu avant l'élection présidentielle du 12 octobre. Monsieur le ministre, quelle appréciation pourriez-vous porter sur cette longue séquence électorale au Cameroun? Peut-on dire Paris gagné? On peut dire Paris gagné parce que lors de son discours de fin d'année, le 31 décembre 2024, le président Paul Biya a fait allusion à ces échéances électorales. Et l'occasion était donnée pour sensibiliser les Camerounais. Parce que le président Paul Biya, dans sa haute sagesse, a bien dit que ça sera le moment pour les Camerounais de s'exprimer librement et de faire leur choix. Il en a appelé, n'est-ce pas, aux acteurs politiques de faire preuve de maturité, de faire preuve de responsabilité. Alors nous avons donc, comme vous avez si bien dit, il y a eu l'élection présidentielle le 12 octobre 2025. Et par la suite, les élections régionales, des conseils régionaux, le 30 novembre. Je peux légitimement
parler de satisfaction. Parce que c'est des échéances électorales importantes pour le Cameroun et pour l'avenir de notre pays. L'élection présidentielle, je peux le dire, que le président Paul Biya avait donné des très hautes instructions pour que le scrutin présidentiel soit bien organisé, qu'il soit un scrutin apaisé, transparent et organisé dans un environnement sécurisé. Et jusqu'au 12 octobre, le jour du scrutin, je crois que c'était pari gagné. Parce qu'il y a eu 2 semaines de campagne électorale, en dehors de quelques excès verbaux que nous pouvons déplorer, la campagne électorale s'est déroulée sans incident majeur. Il y a donc eu le scrutin présidentiel, et qui a été un scrutin apaisé. Les observateurs internationaux et nationaux ont constaté que l'élection était bien organisée. Combien y en avait-il, les observateurs? Il y avait 5657 observateurs que nous avons accrédités. Et ils étaient dans les 10 régions. Ils étaient dans les 58 départements. Et donc ils ont fait un rapport parce qu'il est de coutume, lorsque nous leur donnons les accréditations, ils doivent nous présenter un rapport après le scrutin. J'ai reçu près de 240 rapports. L'Union africaine, les autres associations qui sont crédibles. Et chaque groupe semblait dire que le scrutin s'est bien déroulé, bien organisé. Et d'ailleurs, lors de son discours de prestation de serment, le chef de l'État est revenu sur ça. Il a félicité Adekam pour un travail bien fait. Donc, je crois que le sentiment, nous pouvons légitimement parler d'un sentiment de satisfaction. Parce que le ministère de l'administration territoriale accompagne le processus électoral. Elecam reste l'organe indépendant chargé d'organiser le scrutin au plan matériel. Donc nous sommes là pour sécuriser le processus. Ça veut dire qu'il y a des zones où nous avons quelques défis sécuritaires. Nous sommes obligés, n'est-ce pas, d'accompagner Elecam afin que les bureaux de vote soient sécurisés, afin que les populations puissent aller voter, rentrer tranquillement. Et je pense que nous avons vraiment essayé de faire cette tâche-là honorablement. Nous avons les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité. Nous avons mis un système où les élections ont été bien encadrées. Et il n'y a pas d'incident en tant que tel avant et jusqu'on peut dire le 12 où le scrutin s'est déroulé. Il y a eu des incidents après.